différent. Ça, on doit se le dire, le Congolais n'était pas heureux dans la colonisation. De geschiedenis heeft daar waarheden en die waarheden hebben hun rechten en die waarheden mogen ook gezien worden. Quels objets peuvent nous aider à mieux comprendre le passé colonial de la Belgique? Et quelles histoires peu connues ces objets nous racontent-ils sur la colonisation? Door de reis van het object vanuit Congo naar Europa is heel die Congolese context weggevallen. Dus werd niet vermeld in welke omstandigheden dat het verzameld werd. Le document par excellence qui va fixer les Rwandais dans ces identités de Hutu et de Tutsi et de Twa sera ce livret d'identité. Je m'appelle Gabrielle Fenton. En mijn naam is Eline Skiot. Tout passe, sauf le passé. Verteld verleden tijd est une série bilingue de l'Africa Museum. Quelques mois après l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba, homme politique adoré par certains mais redouté par d'autres, est assassiné. Quelques jours avant, il écrit une lettre dans laquelle il remet en question l'indépendance qu'il a pourtant tant souhaitée. En compagnie de Jean Omasombo Tshonda, je me penche sur cette lettre pour mieux comprendre qui était Lumumba, ainsi que les frustrations et espoirs qu'il témoigne vis-à-vis de l'avenir de son pays. Bonjour, nous sommes ici avec professeur Jean Omasombo Tshonda. Bonjour Jean. Bonjour. Donc nous allons parler ensemble de la dernière lettre que Patrice Lumumba écrit à son épouse, Pauline, quelques jours avant de mourir assassiné en prison. Patrice Lumumba est connu entre autres pour le rôle essentiel qu'il a joué pour l'indépendance du Congo en 1960. Il a été le premier ministre du Congo après l'indépendance, ainsi que le leader du parti politique MNCL, donc le mouvement national congolais Lumumba. Sa lettre à Pauline commence ainsi « Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. » Donc ça met tout de suite une tonalité assez sombre à cette lettre. Mais donc nous allons parler avec vous, Jean. Vous êtes politologue ici au musée et vous avez entre autres fait partie de la commission parlementaire sur l'assassinat de Lumumba en 2000-2001. Donc vous êtes un réel expert de Lumumba. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire où Lumumba est né et nous raconter un peu le genre de personne qu'il était dans son enfance? Merci. Patrice Emery Lumumba, qu'on doit dire Lumumba, est né le 2 juillet 1925 au village Onaloa, chez les Batetela. Lumumba appartient au clan Ewango, parce que chez les Batetela, il y a une trentaine de clans. Lumumba est le fils de François Tolenga, son père, et de Julienne Amato, sa mère. À la naissance, il n'a pas reçu ces noms-là. À la naissance, le papa lui a donné le nom de Tasombo. C'est la forme abrégée de Okita Sombo. Sa maman lui a donné le nom de Taosa, le nom de son grand-père. Parce que chez les Batetela, les enfants, à leur naissance, reçoivent 2 groupes de noms, du côté du père et du côté de la mère. Son papa lui a ajouté le nom de Isaïe. Mais au village, chez les Batetela, le nom Isaïe, on le prononçait Isaya. Donc, la prononciation influencée par l'Otetela, on l'appelait Isaya Tasombo. Jusqu'à sa 4e primaire chez les méthodistes, son nom à l'école c'était Isaïe Tasombo. Il n'aimait pas, il n'appréciait pas le nom de Isaya. Ça sonnait mal. D'où, on ne sait pas quand, il s'est choisi le nom de Patrice. Tous ses collègues d'enfance l'appelaient Patrice Tasombo. Dans le jeu d'enfants au village, c'est Patrice. Il s'est choisi le nom de Lumumba. J'ai dit qu'il s'est choisi le nom de Lumumba en 1943, lorsqu'après avoir été chassé chez les méthodistes protestants,
à la fin de la 4e année, il va chez les catholiques à Tchoumbe, à plus ou moins 20 km de son village. C'est là qu'il s'est fait, parce qu'au moins on ne demandait ni bulletin ni document, les deux missions se disputaient les enfants, il s'est fait appeler Patrice Lumumba. Mais d'où vient le nom de Lumumba? Ce nom est aussi lié à sa famille. C'est un oncle lointain à sa mère qui, lorsque l'enfant avait 5-6 ans au village, il arrive, il lui ajoute ce nom. Donc, ce nom vient d'un autre clan, les Shenga, d'où l'oncle lointain de sa mère était originaire. Le choix de ce nom traduit en partie son caractère. Lumumba choisit ce qu'il veut. Lumumba, c'est un garçon qui posait trop de questions, qui interrogeait la société. Il ne se laissait pas faire. Donc, ça nous donne une bonne idée du caractère de Lumumba. Une fois adulte, donc il quitte l'école. Enfin, donc vous racontez, il s'est fait chasser d'une école. Il a lui-même choisi d'aller dans une autre école. Il a changé son nom. Une fois adulte, si je ne me trompe pas, il travaille d'abord dans un bureau dans une société minière. Puis il est employé à la poste à la poste à Kisangani. Et à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il devient publiquement, politiquement actif, et à quoi ressemble son engagement politique au début? Alors, de manière très rapide, c'est en 1943 qu'il va quitter la 2e école. Cette fois-là, il n'a pas été chassé, c'est lui-même qui quitte l'école parce qu'il trouve que l'enseignant ne connaît pas, et aussi les conditions de vie étaient difficiles. Et voilà qu'en 1900, à la fin 43 ou début 44, il quitte de lui-même la région d'origine. Il immigre à pied. Il a fait 2-3 jours de pied jusqu'à Kindu, de Kindu jusqu'à Kalimasimeta, où il s'est fait engager dans l'entreprise, minière. Et de là, 6 mois après, il quitte le Maniema, Kaliba. Il immigre en 44. Il arrive à Stanleyville. À la poste, il devient très actif. Tout en étant agent à la poste, Lumumba était dans des associations socio-culturelles parce qu'il faut savoir que jusqu'en 56, on ne faisait pas de la politique au Congo belge. Pas d'élite. Et au Congo belge, on ne faisait pas, il n'y avait pas de parti politique avant 1956. Mais Lumumba est très actif. As président de l'association des évolués, cette catégorie de l'élite congolaise naissante. Lumumba est président dans l'association des postiers. Lumumba est président des anciens élèves de scutistes. Lumumba est président. Il a été président très très actif. Mais on ne parle pas de la politique. On ne faisait pas de la politique. Même si cela le préparait à devenir l'acteur actif ou dominant qu'il va devenir. Et voilà qu'en 1955, il vient en Belgique pour ce qu'on appelait la visite d'études. Chaque année, à partir de 52, la Belgique choisissait un certain nombre de Congolais, 10, 12, 15, pour venir voir la Belgique et apprécier l'œuvre, le maître colonial chez lui, ce qu'il y avait. Lumumba, lui, il était venu en 1956. Il a visité le musée royal parce que dans ses notes, il parle de l'éléphant en face du musée et autres là. Et à son retour, il dit que j'ai vu beaucoup de bonnes choses, mais il n'a pas apprécié le tribalisme belge. Là, il dénonce, ne nous amenez pas votre tribalisme au Congo. Alors, à ce moment-là, Lumumba commence à inquiéter. Et c'est en 56 que la sûreté coloniale ouvre la fiche Lumumba. On va commencer à les suivre à partir de 56. 56 se retournant, il rentre, il est arrêté, accusé de détournement de 125 000 francs. Il est arrêté fin juin et il va rester en prison jusqu'au mois de septembre 57. Il devient actif. À la fin 56, il écrit un livre qui va être publié après sa mort. Congo, terre d'avenir, est menacé. Le tribalisme que le pouvoir colonial est en train d'installer au Congo. Le mauvais traitement que les Belges font aux Congolais.
la situation sociale des Congolais qu'on ne veut pas élever, le manque d'écoles et autres là, il dénonce la colonisation, que si on continue à ce rythme, l'avenir de ce pays ne sera pas bon. Et donc de là, il se retrouve à jouer un rôle très important dans les années qui suivent pour amener l'indépendance au Congo. Est-ce que vous pourriez brièvement décrire son rôle dans les mois qui précèdent l'indépendance du Congo? Oui. En 1958, il crée avec les amis le parti politique qui au départ s'appelait Mouvement National Congolais. Les Lumumba là, les L là, n'étaient pas encore ajoutés à ce moment-là. C'est le premier parti politique à caractère unitaire qui ne s'appuie pas sur une ethnie. Et voilà que, en 1958, à la fin de l'année, il vient à Accra, à la conférence panafricaine organisée par Nkrumah et Sékou Touré, le premier pays africain indépendant. À son retour, le 28 décembre 58, il tient le meeting, la première conférence en plein air, où il déclare que l'indépendance que nous réclamons, ce n'est pas un cadeau que la Belgique allait nous faire, c'est un droit légitime. C'est un droit que les Congolais ont eu à perdre. De là, Lumumba devient méchant, devient le mauvais, parce que le mot indépendance était un mot imprononçable au Congo. Il y aura les émeutes en janvier. En octobre 59, il tient le meeting. Et là, le pouvoir colonial veut l'arrêter, c'est pour donner l'exemple. Lumumba s'échappe. On a tiré sur la foule. Il y aura de morts. Le 1er novembre, Lumumba sera accusé d'avoir excité le masse contre l'autorité belge. Il est arrêté. La situation devient intenable au Congo à la fin 59, parce qu'en 59, le Congo belge n'était plus géré. Le roi lui-même va quitter Bruxelles, va se déplacer, va se rendre au moins à Kisangani le 17 décembre 59. Il a constaté que la situation devenait intenable. C'est là que le roi prononce la phrase « La Belgique va quitter le Congo dans la honte en abandonnant beaucoup de morts ». Le 17 décembre 59. Lumumba est en prison. En janvier 59, la Belgique sent que la situation devient intenable. Il fallait maintenant que Congolais et Belges... 60, du coup. Janvier 60, pardon. C'est la table ronde politique. À ce moment-là, Lumumba est toujours en prison. La Belgique, c'était une réunion qui n'a pas été comme telle organisée parce que la Belgique trouvait que les Congolais n'avaient pas assez de niveau pour comprendre la forme de l'État et la Belgique a choisi elle-même le délégué qui devrait participer à cette table ronde. Les MNC de Lumumba étaient invités, mais Lumumba était en prison. Au même moment, on organise le procès de Lumumba à Kisangani qu'on appelait encore Stanleyville. Et le 21, un jour après l'ouverture de la table ronde, Lumumba est condamné à 6 mois de prison à Kisangani. Le 22, on le transfère au Katanga. Il ne voulait pas aller. C'est là qu'on le voit. Il est ligoté, torse nu, en culotte, et sans souliers, sans quoi. On l'amène le 22 au Katanga. C'est pour l'amener à un endroit sûr, c'est-à-dire là où il ne pourra pas bouger. Mais voilà que tout le monde exige sa libération. Finalement, on va l'amener, il arrive le 26 janvier, et à sa première participation à la table ronde le 27 janvier, c'est ce jour-là que la Belgique déclare à haute voix que le Congo va devenir indépendant dans 5 mois, c'est-à-dire le 30 juin 1960. C'est le jour de son entrée à la table ronde que la décision d'accorder l'indépendance au Congo a été confirmée, a été prise et confirmée, disons. Et donc, le 30 juin 1960, c'est ça, l'indépendance a lieu. Oui. Cependant, quand on lit la lettre que Lumumba écrit à Pauline, on sent qu'il est en même temps qu'il est déçu en quelque sorte. Il écrit « Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux ne l'ont jamais voulu. » Donc ça, c'est ce qu'il écrit après que cette indépendance est censée avoir eu lieu. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce
qu'est-ce que Lumumba veut dire par une indépendance sans restriction et en quoi est-ce que cette indépendance sans restriction n'a pas lieu? En quelques mots, Oui. pendant la table ronde, lorsqu'on décide que le Congo sera indépendant le 30 juin, Lumumba est revenu pour dire qu'est-ce que vous entendez par indépendance. Côté belge, il était question que le Congo devenait un pays différent de la Belgique, avec des pouvoirs mais que la Belgique allait continuer à garder un certain nombre de pouvoirs, par exemple la défense, les affaires étrangères, les finances. Pour Lumumba, le mot indépendance veut dire que tout le pouvoir revienne aux Congolais. Mhm. D'ailleurs, le roi Baudouin aurait voulu rester le chef de l'État du Congo. Lumumba dira que le 30 juin, le Congo aura un chef d'État congolais comme la Belgique a un roi belge. Par indépendance, c'est-à-dire le noir autochtone devient le propriétaire et le chef de son pays. Point trait. C'est ce que Lumumba entend par indépendance. Ici, c'est le type de rapport entre blanc et noir qu'il conteste. Mhm. Le noir devient le maître de son pays par indépendance. Or, la Belgique ne va jamais considérer le Congo comme un État indépendant. Et d'ailleurs, le 4 juillet, 4 jours après la proclamation de l'indépendance, le chef de la force publique, le général Émile Janssens, dira « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Lumumba, pour les Américains et les Belges, c'est un communiste. Il ne peut pas rester au pouvoir. Et donc on sent un peu, donc quand vous dites que Lumumba, ce qu'il veut changer, c'est donc ce rapport entre blanc et noir et le fait que les noirs doivent être propriétaires de leur terre réellement. Et donc, est-ce que vous pouvez dire un peu plus le rôle des idéologies raciales dans le refus d'une vraie indépendance congolaise, d'une indépendance sur un réel pied d'égalité? Ce qui a justifié la colonisation, c'est amener le noir à la civilisation. Le noir est sauvage et ne pas civilisé. Or, à travers la civilisation, le blanc a plus asservi qu'il n'a amené la civilisation. Il civilisait moins, il asservissait plus. Lumumba va finalement comprendre que le civilisé blanc n'est autre qu'un prétentieux, un escroc et un sadique. C'est un voleur. Il faut le chasser. Le noir a sa civilisation qui doit être respectée. C'est ça le fondement de la colonisation. Mm-hmm. Et pour cela, pour Lumumba, il fallait que le blanc parte. Mm-hmm. Le blanc n'est pas autant supérieur au noir. C'est un être humain comme le noir. Et donc, c'est clairement le personnage très important de Patrice, enfin le fait qu'il a un rôle très important et le fait qu'il a des idées très claires dans sa tête par rapport à comment l'indépendance devrait avoir lieu, qui fait que quelques mois après l'indépendance, il est arrêté et puis assassiné par la Belgique. Par les autorités belges, et donc, il écrit cette lettre, et dans cette lettre, on sent également, et vous en avez déjà parlé, on sent son engagement inconditionnel vis-à-vis de son pays. Par exemple, il dit « Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo ». Et puis il dit plus loin « Ma foi restera inébranlable. Je sais au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Est-ce que vous pouvez dire un peu plus de cet engagement inconditionnel de Lumumba vis-à-vis du Congo? On ne négocie pas la liberté pour Lumumba. Pour le Congo, Lumumba disait « Je n'ai ni père ni mère, je n'appartiens à aucune ethnie. Je suis une idée. » Et est-ce que c'est quelque chose que beaucoup d'autres Congolais ressentaient à l'époque, ou est-ce que c'est particulier de Lumumba? Comme élite, Lumumba est rare. Comme homme, il est extraordinaire. C'est quelqu'un qui avance vers la mort sans craindre la mort. Pour lui, pour le Congo, on ne négocie pas. Il a échappé à l'école, il a échappé à la religion, et il a même échappé à la famille. Et pour cela, Lumumba, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu arriver,
et on s'est précipité, on a cherché comment le détruire, et Lumumba a fait peur. Lumumba a fait peur à la communauté internationale, disons au capitalisme qui ne voulait pas d'un Congo indépendant, vu le poids de ce pays, vu les richesses qu'on trouve dans ce pays. Donc Lumumba ne voulait pas qu'on négocie sur les richesses du Congo, Lumumba ne voulait pas qu'on négocie sur l'avenir du Congo. Et la Belgique, tout comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, ce qu'il appelle le capitaliste, ont eu peur que ce pays ne puisse leur échapper et basculer dans d'autres camps, le communisme. D'où il fallait dire au monde qu'il était communiste. Lumumba n'a jamais été communiste. Il a récusé le capitalisme à l'occidental, qui amène à un individualisme profond, et Lumumba a récusé le communisme avec son modèle. À l'époque, il se disait « je suis un nationaliste ». À l'époque, le nationalisme, on était fiers d'être un nationaliste. Ce n'est pas le nationalisme au sens actuel. Et est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui se disaient nationalistes au Congo à ce moment-là? À ce moment-là, la petite élite congolaise, et elle n'était pas assez grande, parce qu'il faut vous rappeler qu'en 1960, le Congo n'avait pas 20 universitaires. Lumumba n'était pas universitaire. Lumumba avait derrière lui la masse congolaise. La petite élite congolaise a été rapidement rachetée par la Belgique et les Occidentaux, ce qui fait qu'il y aura une cassure entre Lumumba et une plus grande, la petite élite coloniale, du Congo belge, et même le pouvoir traditionnel coutumier. L'autorité coloniale a racheté cette classe, le coutumière, et Lumumba n'avait derrière lui en grand que la masse. Lumumba est l'homme de la société, Lumumba est l'homme de la masse plutôt que l'homme de l'élite. Très peu d'élite congolaise, très peu de membres de l'élite congolaise ont suivi Lumumba. Et dans sa lettre, il dit aussi nous ne sommes pas seuls, l'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs. Et dans ça, on sent son panafricanisme dont vous avez parlé précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le panafricanisme à ce moment-là? Le panafricanisme, c'était le pays d'Afrique. Tout ce pays était des pays colonisés. Et ces pays, au moins, s'engageaient ou voulaient acquérir l'indépendance. Et il y a eu un mouvement de solidarité de ce pays colonisé, appuyé par le pays asiatique, l'Inde et les autres, ce qu'on appelle le tiers-monde. À l'ONU, le tiers-monde a appuyé Lumumba. Mais le panafricanisme va rapidement évoluer. En 60, c'était un mouvement de pays colonisés. Mais en 63, l'Afrique va créer l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui reprend le panafricanisme. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine, UA. Il y a un président, il y a des institutions, le siège se trouve à Addis Abeba, en Éthiopie. Alors, au départ, et comme je l'ai dit à un moment, en 58, Lumumba a été invité à Accra par Nkrumah, par Sékou Touré, et de là, il est venu déclarer que l'indépendance, ce n'est pas un cadeau qu'on attend de la Belgique, et c'est un droit légitime qu'on a perdu. Donc c'est aussi des idées qui ont pu mûrir à l'intérieur de lui en discutant avec d'autres personnes, par exemple à Accra. Oui, à Accra, mais déjà avant qu'il n'arrive à Accra, on voit déjà cette tendance. À Accra, il a raffermi sa position, il a durci sa position, et ses contacts. C'est quelqu'un qui apprenait très vite. Il observe, il apprend. Mais il avait une intuition profonde qui lui faisait choisir de voie et il ne reculait plus. On peut dire sur ce point-là, Lumumba, c'est un opiniâtre. Il a une opinion, mais ce qui est curieux, souvent son opinion devient dominante et son opinion réussit et son opinion devient vraie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Lumumba continue d'être le Congo. Et donc justement, j'en viens donc à ma dernière question. Comment est-ce que Patrice Lumumba est perçu aujourd'hui au Congo et en Belgique? C'est un travail de mémoire assez difficile. En 60, lorsqu'on les tue,
le pouvoir colonial le présente comme étant un dangereux communiste, un bandit qui a mené, on a fait fabriquer de lettres à son nom qu'il appelait, on a fait monter des ethnies contre Lumumba, que Lumumba voulait, les Katanga riches, on a créé la sécession du Katanga pour casser le Congo. Et on ne pouvait pas, pendant des années, parler de Lumumba. Parler de Lumumba, ça vous valait la prison. Car n'oublions pas qu'en 1964, lorsque le partisan de Lumumba, qui restait, ont organisé la rébellion des Simba, la Belgique et les Américains, vont mettre en place 2 missions, l'Omegang et les Dragons Rouges, qui arrivent pour déraciner. Quand on voit la manière dont on a tué le Jean à Kisangani pour déraciner, faire taire définitivement le Lumumbi, ce qu'on pourrait appeler le Lumumbisme, et les années de Mobutu, on ne pouvait pas détenir une photo de Lumumba, ça vous valait la prison ou la mort. Avec la chute de Mobutu, avec le nom de Lumumba, on peut parler librement, et le nom de Lumumba revient à la surface. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, par son action et par son image, son action contre le colonialisme identifie aujourd'hui le Congo, ou s'identifie aujourd'hui au Congo. Lumumba, c'est le Congo unitaire. Lumumba s'est opposé au fédéralisme. Lumumba a voulu un pouvoir unitaire décentralisé. Donc, on est d'abord congolais. On n'appartient pas d'abord à des ethnies. On n'est pas flamand ou wallon. On est d'abord belge. C'est ce que Lumumba dirait à la Belgique. Et en Belgique, du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui? On a fait passer Lumumba pour un bandit, l'anti-blanc, l'homme qui a eu des idées folles pour amener la misère du Congo aujourd'hui. C'est à cause de Lumumba qui a précipité l'indépendance. Cela est faux. C'est l'histoire coloniale. Les Congolais n'étaient pas heureux dans la colonisation. Ça, on doit se le dire, le Congolais n'était pas heureux dans la colonisation. Autant au Congo, on ne pouvait pas parler de Lumumba presque jusqu'à la fin du régime Mobutu. En Belgique, c'est assez récemment qu'on peut encore parler de Lumumba et encore timidement. Au moment où dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, plus de 80 pays en Iran, au Mali, en Égypte, en France, en Allemagne, on trouve de places Lumumba, des avenues Lumumba. En Belgique, pas question. Ce n'est qu'en 2018 que le bourgmestre de Bruxelles a osé créer le square Lumumba. C'est quoi? C'est un petit poteau avec quelques écrits. Mais pour qu'on arrive à ça, il y a eu 2 bagarres, des luttes, des accrochages, des démarches qui ont duré 2 années. Donc la Belgique politique semble s'ouvrir, mais elle est encore assez réticente à accepter l'image de Lumumba. C'est comme si la Belgique regrette toujours d'avoir perdu le Congo. C'était un beau gâteau, comme le disait Léopold II. Merci beaucoup, professeur Jean Omasombo Tshonda. Et donc d'ailleurs, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus, ils sont les bienvenus aussi au musée, où par exemple, on peut voir une partie du discours que Lumumba fait lors de l'indépendance du Congo. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez rajouter brièvement? Non, cette lettre-là, il faut préciser que cette lettre-là date du 13 janvier, 4 jours avant la mort de Lumumba. Et c'est le dernier écrit qu'on peut avoir de Lumumba. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Africa Museum. N'oubliez pas de consulter les autres épisodes de notre chaîne via votre application podcast préférée ou sur africamuseum.be.